Ça bouge ou ça bouge? Ça bouge, parfait. Bon, bah déjà, désolé, hein, fallait bien. L'informatique, c'est compliqué de toute façon, puis en fait, ouais, voilà, c'est chiant. Du coup, moi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un petit projet de recherche que j'ai fait il y a quelques temps. J'ai trouvé ça fun, et du coup, je me suis dit, bon, ouais, allez, je présente. Mais avant, la sempiternelle slide de présentation, parce qu'il faut bien. Donc moi, c'est Gaby. Je fais partie de l'équipe Desktop Industrialisation à Quartzlab. Grosso modo, c'est une équipe qui fait de la recherche de vulnes et de la R&D sur des cibles orientées desktop. Donc, on va pas se mentir, notre cœur de sujet, enfin notre dada, c'est le kernel Windows. Mais il y a des fois où on tape d'autres trucs. Et en l'occurrence, moi, j'avais décidé de taper un peu plus bas. Et donc, je me suis amusée à jouer avec un firmware UEFI, enfin, la technologie UEFI. Il s'avère que j'ai trouvé un petit bug quelque part. Ça avait l'air fun de faire de l'exploitation dessus, je l'ai fait. Et voilà. Donc, je vais vous présenter ça. Mais bon, avant, on va faire quelques généralités, hein, parce qu'il faut bien. Donc déjà, c'est quoi UEFI? En fait, c'est un acronyme qui veut dire Unified Extensible Firmware Interface. Désolé pour mon accent. Et le but, en fait, de ce standard, c'est vraiment de remplacer le bon vieux BIOS, parce qu'il a fait son temps. C'était un peu monolithique, c'était un peu pas forcément adapté avec la technologie actuelle. Et en plus, on avait une grosse couche de legacy un peu chiante et un peu pénible à gérer. Donc du coup, en fait, les fabricants d'ordinateurs se sont un peu rassemblés en forum sur l'impulsion d'Intel pour créer un nouveau standard qui unifierait un peu tout ça et repartirait sur des bases un peu plus modulaires et un peu plus stables. Du coup, ils ont créé le standard UEFI, et qui dit standard dit implémentation de référence. En l'occurrence, l'implémentation de référence s'appelle EDK2, et c'est maintenu par une communauté qui s'appelle Tiennecore. En grosso modo, c'est des devs de différents fabricants qui fournissent le projet open source, donc c'est accessible sur GitHub, c'est super cool. Ce qui est encore plus cool, c'est que comme c'est des devs de fabricants, en fait, c'est ce qu'ils utilisent aussi pour leur firmware maison. Donc en fait, si vous êtes en train de, je sais pas, regarder malencontreusement un firmware UEFI en closed source, en fait, vous retrouverez probablement beaucoup de billes de l'implémentation open source. Donc c'est plutôt cool pour nous, surtout si on veut chercher les vulnes. Bon, alors, deuxième truc, deuxième notion que j'aimerais bien vous introduire, c'est le System Management Mode, parce qu'en fait, c'est principalement ce que je vais vous présenter dans ce talk-là. Donc si vous avez déjà fait un peu de système d'exploitation, vous avez certainement dû entendre parler de mode opératoire ou de ring. En fait, grosso modo, c'est le niveau de privilège dans lequel s'exécute du code. Plus le numéro est petit, plus le code aura accès à des ressources critiques et privilégiées. Donc par exemple, vous, en tant que péon de base qui allez voir des poneys sur Internet, vous êtes en userland, donc en ring 3. Votre kernel, lui, qui fait sa tambouille pour que tout soit beau chez vous, il sera en ring 0. Et en fait, moi, ce que je vais vous montrer là, maintenant, c'est du ring -2. Donc c'est sous le kernel, sous l'hyperviseur, si vous êtes en environnement virtualisé, et donc c'est en system management mode. Du coup, chaque mode est vraiment opaque par rapport au mode au-dessus. Donc par exemple, vous en tant que user mode, vous n'avez pas forcément de vision sur le kernel n'a pas de vision sur l'hyperviseur, et forcément personne n'a vraiment de vision sur SMM. Et donc du coup, lui, il est vraiment dans sa petite boîte, dans un endroit spécifique de la RAM qui s'appelle la SMRAM. Si on n'est pas en mode SMM, il n'y a pas moyen de lire, écrire et encore moins exécuter du code dedans, ou de la data. Capiche? De toute façon, j'avance. Alors du coup, c'est bien beau de dire que c'est tout sécurisé, tout propre et tout, mais il faut quand même avoir quelques communications entre SMM et le monde normal. Et pour ce faire, en fait, il y a une interruption spécifique qui s'appelle la System Management Interrupt, ou SMI, qui se charge, grosso modo, de changer de contexte, sauvegarder tous les trucs là où il faut bien, et exécuter le handler pour la SMI que vous voulez exécuter. Pour balancer de la data, pour échanger de la data, il y a deux façons de faire. Soit on passe par une table ACPI, soit, si on est dans l'environnement UEFI, on peut passer par un protocole qui s'appelle le UEFI SSMM Communication Protocol. Alors attention, quand je dis protocole ici, c'est pas genre protocole réseau ou whatever.
C'est dans le langage UEFI un moyen, enfin un mécanisme qui permet de partager des API. En fait, un module va publier un set d'API avec un identifiant spécifique, un GUID, et un autre module pourra taper sur ces API s'il connaît le GUID qui va bien en requêtant l'interface qui va bien. Et du coup, c'est transparent, il peut exécuter les API qu'il veut. Donc, c'est ça. En l'occurrence, du coup, c'est quoi, comment ça marche le SMM Communication Protocol? C'est tout simple. En gros, vous êtes un driver UEFI classique, vous voulez communiquer avec un module en SMM, vous allez crafter un communication buffer hors de la SMRAM, vous allez identifier le handler que vous voulez taper via son GUID, et vous allez lui filer la requête qui vous intéresse avec votre data, que vous claquez dans le communication buffer. Vous exécutez du coup l'API du communication protocol, et de l'autre côté, en SMM, il y aura un mécanisme qui va récupérer votre communication buffer, regarder quel GUID vous avez demandé, et filer le buffer à qui de droit, qui va gérer cette embrouille, faire des trucs, et réécrire les réponses dans le communication buffer. On sort de SMM, et là, vous êtes heureux, vous avez vos données. Alors, j'avais parlé aussi de la table ACPI. Là, quand on utilise ce mécanisme-là, c'est beaucoup plus roots. C'est juste qu'un driver SMM peut enregistrer des API, des SMI spécifiques qui s'appellent des software SMI, avec un identifiant spécifique. Et n'importe qui, que ce soit en UEFI ou ailleurs, peut taper des ressources I/O pour déclencher un SMI avec le bon ID, et ça ira taper le handler qui va bien. En gros, c'est vraiment roots, c'est du hardware, quoi. Pour balancer de la donnée, pour échanger de la donnée, désolé, là aussi, c'est un peu à la one again. Soit le handler va récupérer dans un endroit prédéfini à l'avance, soit il va regarder dans les registres généraux qui ont été sauvegardés lors du changement de contexte. Voilà, c'est vraiment très simple. Et là, vous allez me dire, mais c'est trop cool, attends, j'ai même pas besoin d'être en EFI pour taper sur du SMM. Bah ouais, carrément. Mais du coup, il y a quand même quelques best practices quand on développe des handlers en SMM qui sont, ça c'est dans le white paper, qui sont déjà copier le communication buffer pour éviter les talk-to. Voilà. Et le deuxième, dont on va parler beaucoup plus aujourd'hui, c'est utiliser l'API SMM is buffer outside SMM valid, qui va vérifier que le buffer que vous lui filez en input et pas un truc un peu bidon. Voilà. Bon, là vous me dites, ça fait quasiment 10 minutes que tu me parles de généralité, merci pour le cadre magistral, mais il est où le bug? Oui, j'y viens, du coup. En fait, pourquoi je parle de ça? Parce que si vous continuez de lire le white paper, qui est vachement cool, je vous conseille de le lire, vous verrez qu'à la page 8 du white paper spécifique pour les communications SMM, il y a un petit pavé, là, ça, dont je ne vais pas le lire parce que c'est chiant, mais TLDR, il dit, si vous voulez définir vraiment des endroits prédéfinis pour que vos software SMI tapent dessus, vous pouvez regarder comment c'est fait dans le module TCG2 SMM, qui va utiliser une fonction qui s'appelle publish ACPI table, qui va en gros, via un truc, j'ai pas bien compris, qui s'appelle ASL, juste définir la région de l'ACPI qui va bien, et ensuite, voilà, magie. Bon, dit comme ça, j'ai juste rien compris, j'ai fait, ok, si le manuel me dit de RTFM, je vais RTFM. Donc je récupère le module, je récupère le code, je grep, et là, voilà. Il n'y a pas de, dans le truc qui nous dit, il n'y a pas de fonction qui s'appelle publish ACPI table. Donc là, on l'a dans l'os, on fait the fuck. En fait, si, mais en 2016. Ce que je vous ai pas dit, c'est que le white paper il était un peu vieux, my bad. Donc oui, en effet, à une époque, ça se faisait comme ça. Du coup, la question c'est, mais comment c'est fait maintenant? Et en fait, c'est pas du tout ça. Il n'y a plus d'endroits prédéfinis. Ils ont créé un nouvel handler qui utilise le Communication Protocol. Vous savez, le truc dont je vous ai parlé il y a 5 minutes. Donc, il utilise ça pour récupérer une adresse pour le Communication Buffer d'autres software SMI. Donc, en fait, matériellement parlant, techniquement parlant, vous allez envoyer une première requête via le Communication Protocol qui va filer une adresse pour un
communication protocol pour d'autres software assembly après. Ça va, je ne vous ai pas perdu? Au pire, vous pouvez dormir, c'est bon. Enfin, pas trop quand même. Ok, bon, très bien, c'est cool. Si vous regardez, bon, j'ai un peu ripé le code, mais si vous regardez, il y a même des vérifications que le communication protocol, le communication buffer qu'on lui file est sécurisé, donc tout va bien. Sauf que, oh wait, en fait, on peut lui filer n'importe quelle adresse. C'est un peu con, mais c'est ça. Il n'y a rien qui nous empêche de filer n'importe quoi qui sera utilisé plus tard comme communication protocol pour d'autres software assembly. Alors on fait jackpot, on y va. Mais déjà, ouais, mais à quoi il est utilisé cette adresse? Alors en fait, en lisant un peu le code, vous pouvez voir que le communication protocol qui est utilisé pour les software assembly est une structure de type TCG-NVS. Dans cette structure, il y a deux sous-structures qui sont présence physical NVS et memory clear NVS, qui sont en fait vraiment le template des communications entre deux software assembly qui sont respectivement physical présence et memory clear. Bon, en gros, vous avez deux software assembly qui récupèrent leurs infos de ces structures-là. Très bien. Bon, elles ressemblent à quoi ces software assembly? En fait, c'est deux gros big switch qui vont prendre en input un champ de vos structures, qui est en gros la commande à utiliser. Et suivant la valeur de la commande, ils vont faire des trucs et renvoyer des réponses. Des réponses, c'est en gros généralement juste des codes de retour. Bon, alors c'est cool, mais je vous ai fait à peu près le TLDR. Le mieux qu'on puisse avoir, c'est écrire 1 sur 32 bits un peu partout. Vous me suivez ou pas du tout? Vous savez, si on file n'importe quelle adresse, ensuite, on peut faire en sorte que le code en SMM écrive ça à n'importe quelle adresse. Oreille? Oreille. Ouais, presque God mode. Sauf que je vous ai pas dit un truc que j'ai un peu foutu sous le tapis. C'est que, en fait, le premier handler, vous savez, celui qui utilise le communication buffer, enfin le communication protocol, pardon, il y a beaucoup trop de communication, désolé. Et en fait, il est supprimé lorsque il y a un autre protocole qui s'appelle ready to lock qui apparaît. Alors, c'est quoi ce protocole ready to lock? En fait, ça permet justement d'éviter à du code tierce d'utiliser des ressources qui ne devraient pas utiliser ce truc-là. Donc, c'est cool, mais ça apparaît quand? Ça apparaît à la fin de la phase DXE. Je ne vais pas vous refaire un cours sur comment ça boot un PC, mais dans UEFI, il y a plusieurs phases. À la fin de DXE, vous avez la main. C'est au moment où votre boot manager va prendre le relais. Donc en fait, tout ce qui est avant, c'est vraiment l'initialisation de votre machine. Donc, TLDR, ce bug, il est cool seulement si vous avez déjà accès à votre ordinateur en pré-boot. Donc en gros, si vous avez déjà une vulnérabilité qui ne vous donne pas accès à SMM, vous pouvez le taper pour faire une élévation de privilège. Donc en local. Donc c'est cool, mais c'est pas cool. Opérationnellement parlant, c'est de la merde. Désolé, pour moi. Ce qui est bien pour moi, c'est que j'en ai rien à faire. Parce qu'en fait, je fais pas d'opération, je m'en fiche. Moi, ce que je vois, c'est juste que j'ai une primitive chiante et que ça fait une bonne façon de level up mes skills en exploitation. Bon, c'est cool. On va partir du principe que vous n'avez rien vu et qu'on peut utiliser cette vulne. Donc, le prédicat, c'est on a trouvé un moyen de supprimer le truc qui supprime le truc qui nous emmerde. Ouais, il y a beaucoup de supprimés, il y a beaucoup de trucs. Vous comprenez, ou pas, c'est pas grave. Et on va partir aussi du principe qu'il n'y a pas Secure Boot, parce que moi, j'ai juste envie de balancer une application et c'est bon, on s'en fout. Ouais, ça fait beaucoup de choses, mais vous inquiétez pas. Alors, bon, c'est cool, 14 minutes. Exploitation? Exploitation. Allez. Bon, déjà, il nous faut une cible, parce que, après l'insertion de référence, voilà. Ce qui est bien, c'est que, du coup, EDK2, ça fournit un package qui permet de crafter un firmware OVMF, qui est en fait le format qui est utilisé par QEMU et KVM. Donc on peut juste compiler le code et avoir un firmware qui marche sur une VM. Trop bien. Sauf que, en fait, les software assembly, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que c'est vachement lié au hardware. Et que dans une VM, vous n'avez pas de hardware. Donc les développeurs, ils ont dit, pas la peine, on s'en fiche, qu'il n'y a pas besoin de software assembly. Donc vous n'avez pas la mécanique qui permet de gérer ça. Bon, fail.
Bon, alors, c'est pas grave, il y a des boards de développement qui filent le format pour créer justement des firmware pour leur pécale. On peut utiliser ça. Alors oui, mais en fait, TCG2 SMM, le truc qui est vulnérable, mais en fait, c'est relié au TPM, qui est du hardware. Et forcément, généralement, la plupart des boards, elles n'ont pas de TPM. Parce que bon, faut pas déconner, c'est juste une board de développement. Bon, c'est pas grave, on peut aussi acheter un module TPM à côté et le claquer, c'est bon, hein. Alors, oui, mais par contre, j'ai oublié de vous dire aussi que je suis une grosse glandue. Donc du coup, à l'époque où j'ai fait ma recherche, la plupart des boards étaient en sold out parce que post-Covid, et qu'en plus j'avais la flemme d'attendre, donc du coup j'ai fait fuck this shit, amicalement. On va ripper le code, on va essayer de l'adapter et OSEF. Donc en vrai c'est pas si compliqué, mais il faut un peu d'huile de coude pour changer toutes les SMI qui vont pas bien. Pour les faire autrement, ça passe, on hardcode quelques trucs, on n'a rien vu, c'est bon, ok. Bon, c'est bon, exploitation, allez. Alors, juste TLDR, qu'est-ce qu'on avait? C'était, on pouvait écrire 1 sur 32 bits, n'importe où en SMRAM. Presque n'importe où, mais on va dire n'importe où. Qu'est-ce qu'on veut? Dans l'immédiat, j'aimerais bien, moi, une primitive qui permet de lire et d'écrire un peu n'importe où. Ce serait un peu plus puissant. Et je me suis mis comme restriction que j'avais pas envie de développer quoi que ce soit. Je veux juste utiliser ce qui est fourni par DK2 de base, sinon c'est triché. Du coup, en creusant, j'ai vu un truc qui s'appelle SMM Logbox. Bon, alors c'est quoi SMM Logbox? Désolé, un petit peu de cours encore. Il va falloir que je vous parle des modes de veille de votre ordinateur. Vous savez, il y a différents types de veille. C'est genre seulement l'écran qui s'éteint, jusqu'à l'hibernation où tout est éteint et le contexte est copié sur votre disque dur. Entre les deux, il y a un mode qui s'appelle le mode S3 où tous les composants sont éteints sauf la RAM et donc votre contexte elle est en RAM. Forcément, si le contexte est en RAM, il y a des petits malins qui se sont amusés à les modifier, à faire de l'exploit, ça marche, c'est trop bien. Et au bout d'un moment, les devs en gros, les manufacturers, ils se sont dit, ouais, bon, on va créer SMM Logbox. Ça permet de mettre le contexte, surtout des bootscripts qui vous permettent de réinitialiser les trucs, le contexte UEFI, dans un coffre-fort qui, en gros, va faire en sorte de maintenir l'intégrité de la data, pas forcément la confidentialité, on s'en fout, mais juste maintenir l'intégrité pour que les petits malins arrêtent d'emmerder le monde. Donc ça, c'est fait dans SMM Logbox. Le truc avec lequel je vais jouer maintenant. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, ce module fournit plusieurs API, Save Logbox, Update Logbox, Restore Logbox, qui grosso modo permettent d'écrire en SMRAM, updater de la data en SMRAM et restaurer plus tard la data qui était sauvée. Ça ressemble vachement à une fonction de read-write, une primitive de read-write, de lecture-écriture, moyennant quelques protections qu'on va devoir bypass. Et du coup, ces problèmes-là, ces protections, c'est déjà, il y a forcément l'API SMM is buffer outside SMM valid qui va nous empêcher d'écrire et de lire n'importe où en SMRAM, et aussi que certaines API dont je vous ai parlé sont lockées à la fin de la phase DXE. Vous savez exactement la même façon que TCG2 SMM. Bon, on va commencer par SMM is buffer outside SMM valid. Alors, déjà, comment ça marche mécaniquement? Alors déjà, c'est implémenté dans une librairie qui est linkée statiquement avec chaque module qui l'utilise. Donc là, c'est simple, on sait où le retrouver. Et ensuite, à l'intérieur, qu'est-ce que ça fait? Ça fait plusieurs checks à la suite. Le premier étant, est-ce que l'adresse fournie est une vraie adresse? Deuxième, c'est est-ce que ça ne superpose pas avec le SMRAM, et ainsi de suite. En gros, il va vraiment vérifier que le buffer, c'est un vrai buffer et qu'il a le droit d'être là, quoi. Et en fait, dans notre contexte, ce qui nous emmerde le plus, c'est que le buffer qu'on lui file, il ne superpose pas avec la SMRAM. Et ça, c'est fait juste avec une boucle. En gros, vous avez une table qui définit les ranges de la SMRAM. Et du coup, si votre buffer est dans un des ranges, il quitte. Ce qui est vachement bien, c'est que le nombre de tours de boucle est défini par une variable globale qui est directement en SMRAM. Donc voilà. Alors juste comme ça, la table, le contenu de la table dans un VMS elle ressemble à ça. En gros, vous avez deux entrées. Une
qui parle qui spécifie vraiment les premiers 0x1000, enfin la première page de la SMRAM, on s'en fout. Et ensuite, c'est un gros blob qui définit tout le reste de la SMRAM. Le truc, c'est que du coup, notre primitive, elle permettait d'écrire 1 n'importe où. Et là, il y a 2 entrées. C'est la deuxième entrée qui nous emmerde. Du coup, on a juste à modifier le nombre d'entrées dans cette table et banco. Donc c'est assez simple de dodge ce truc. Parfait. Deuxième problème, c'était le truc que en fait, save logbox et update logbox, ils sont lockés. Mais cette fois, c'est pas supprimé, c'est vraiment locké via une variable globale. Pas vraiment en fait, parce que du coup, quand je l'ai compilé, ma variable globale là, en fait, elle était juste au-dessus, en dessous, oui, d'un truc qui est vachement important pour SMM logbox, c'est en fait la double liste chaînée de contenus qui ont été sauvegardés. Et comme nous, on veut continuer à utiliser ce module, on n'a pas envie de claquer ce truc-là, sinon ça va cracher. Donc là, on l'a dans l'os, parce que si on veut mettre mlocked, du coup, la variable globale à 0, il faudrait décaler un petit peu, parce qu'on écrit 1. Donc si on veut décaler, on utiliserait les 3 octets de poids fort pour mettre 0. Et du coup, on éclaterait le truc au-dessus. Donc, raté. Là, j'avais plusieurs choix. Alors, soit on recompile avec un autre compilo ou avec d'autres trucs. C'est cheaté, c'est complètement cheaté. On va plutôt chercher d'autres trucs, ok, d'autres façons. Et du coup, je me suis dit, peut-être que passer de juste cette petite primitive et en gros, une primitive de lecture-écriture arbitraire est un peu trop dur. Ah ouais, tant que ça va? Tu peux dormir, c'est bon. Du coup, je me suis dit, on va faire un interlude, on va essayer d'écrire 0 à la place. Alors, du coup, ça, on peut le faire avec un autre handler qui est en charge de fournir la table à ces firmware performance data table. En gros, c'est une table qui recense toutes les informations au boot. Ça permet, en gros, d'avoir vraiment un tracking de si on change du hardware ou une configuration software, de si c'est mieux, si c'est pas bien, tout ça. Courage, c'est bon. Bref, ce qui est bien, c'est que cette table, elle est accessible via un autre handler, et suivant la fonction, quand on lui donne, le paramètre qu'on lui donne, on lui retrouve la taille ou le contenu chunk par chunk. Et du coup, si on dump cette table, on voit que y a plein de zéros. C'est vachement cool. On peut peut-être le bidouiller pour avoir un 0 où on veut. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Le seul truc, c'est qu'il faut virer encore le SMM is buffer outside SMM valid, mais bon, ça on sait déjà faire, trop bien. Et voilà, du coup, on a notre primitive d'écriture de 0, et avec ça, on peut claquer le booléen mlocked qui nous emmerdait pour SMM logbox. J'ai perdu qu'une personne ou pas? Parfait, excellent. Bon, c'est pas grave, c'est bon. Ok, bon, alors ça c'est fait. On a notre primitive de lecture-écriture, trop bien. Par contre, ouais, c'est cool, mais moi j'ai bien envie d'avoir de l'exécution, hein, faut pas déconner. Et là, en fait, on va réutiliser aussi SMM Logbox, parce que bon, il est plutôt puissant comme module. En gros, ça nous permet, ce module permet de sauvegarder un buffer, n'importe lequel, en SMRAM. Donc du coup, il alloue de la mémoire, et il écrit ce qu'on veut. Donc c'est parfait pour poser un shellcode. En plus, on a vu la double liste chaînée qu'on a failli péter la dernière fois, donc on sait exactement comment la récupérer, trop bien. Et du coup, il y a juste à l'exécuter. Alors, le problème, c'est que forcément, l'allocation, le pool, le buffer alloué n'est pas exécutable, parce qu'il ne faut pas déconner. Hein. En gros, en SMM, il y a aussi une protection au niveau des page tables. Donc, il y a deux types de mémoire qu'on peut allouer. C'est soit de la data, soit du code. Et le code, c'est genre juste à l'initialisation, donc juste de la data. Et la data, elle est no execute. Et le truc le plus chiant, oui. Ah, merci, c'est gentil. Cool. Et le truc le plus chiant, en plus, c'est que, en fait, si vous regardez le moche truc que j'ai ripé là, vos page tables, elles sont aussi en read-only, donc on ne peut pas juste les modifier à la volée comme ça. Bon, ouais, c'est pas si compliqué. Ah, c'est gentil, merci.
Petit interlude. Voilà, bon. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, c'est vrai. Et donc voilà, donc il va falloir s'emmerder à faire en sorte que les pages tables soient en accès en écriture et qu'on les modifie pour pouvoir changer l'accès à notre buffer. Bref. Juste comme ça aussi, ce mécanisme, il est seulement activé si vos modules sont alignés au niveau des pages. Et ce qui est vachement fun, enfin moi j'ai pas trouvé ça fun parce que je l'avais pas vu au début, c'est que si vous compilez au VMF avec la toolchain de Microsoft, genre moi j'ai un Windows, et en fait c'est pas mis à jour, enfin c'est pas actualisé, enfin c'est pas utilisé parce qu'ils ont oublié l'option de build qui va bien. Donc j'ai passé super longtemps à essayer de comprendre pourquoi ça marchait pas. Voilà, bref, c'était une petite interlude qui m'a fait rager, donc j'expand ma rage. Bref, on revient. Alors, pour trouver au moins comment mettre à jour l'entrée qui correspond à notre buffer, il faut juste récupérer, comme dans tous les OS, en fait, vous récupérez la valeur du CR3, vous parcourez les tables, vous trouvez l'entrée qui va bien, et puis vous la modifiez. Bon, plus ou moins que si vous êtes sur AMD et qu'il y a le Secure Encrypted Virtualization qui est activé, il y aura en plus à récupérer un masque qui est claqué pour protéger les entrées. Bref, TLDR, c'est juste, vous regardez sur Internet comment ça se marche, c'est exactement la même chose. Voilà, voilà. Bon, alors du coup, pour supprimer ensuite le Void Protect sur les pages tables, en fait, il y a une API dans SMM qui est LSM Write CR0 et qui fait quasiment le bousin pour nous. Donc il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Bon, voilà, c'est cool. C'est la partie où ça marche sur ma machine. En gros, vous claquez votre rub-chain qui va juste modifier le CR0, puis modifier le CR3 qui va bien, enfin le CR3, n'importe quoi, l'entrée, enfin la valeur de l'entrée qui va bien, tout ça dans la page table, et voilà. Ouais, il n'y a pas grand-chose à expliquer là. Ok, bon du coup, exécution. On a une page en écriture. Maintenant, comment on fait en sorte qu'il y ait du code il y ait le flow d'exécution qui jump dessus? C'est très simple. Je vous ai parlé depuis super longtemps de SMI. Alors, comment on gère les handlers SMI? C'est juste une double liste chaînée. Et du coup, c'est assez simple de récupérer cette double liste chaînée et d'ajouter un nouvel handler qui va bien et qui sera exécuté à chaque fois qu'il y a une SMI qui pop. Et du coup, la démo, espérons que ça marche. Oui, alors bon, raté, forcément, tac, 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 tout va bien. C'est bon, vous voyez? Bon, au pire, il n'y a pas grand-chose à voir. Hein. Alors, mais je suis con. Ça va mettre super longtemps. J'ai le temps encore. Enfin, le temps que ça boot, en fait, au moins 2 minutes. Je peux faire des claquettes. Ah oui, attendez, du coup... Alors juste parce qu'il y a 2 zigotos de Synactive dans la salle, il faut que je fasse quand même le truc que j'ai laissé de côté. Si vous voulez récupérer l'adresse des modules, en fait, regardez leur blog post parce qu'il y a un ancien de chez eux qui avait fait un très bon post sur comment récupérer la SM base. Et en fait, j'ai utilisé ça. Je m'en foutais de la SM base, mais par contre, ça donnait l'adresse d'un premier module. Et ensuite, du coup, c'est assez simple de calculer, de retrouver l'adresse des autres modules grâce à ça, parce que en fait, c'est au tout début de l'initialisation de la SM, la SMRAM, donc voilà. Voilà. Fallait bien que je fasse... tadam! Il est bien votre blog, promis. Est-ce qu'il y a des questions du coup maintenant que ça boot? Il en faut une au moins. Tout le monde est séché. Promis, je mords pas. Un peu. Mais pas beaucoup. Ah oui, voilà, ça marche. Bon, très bien, pas besoin de questions alors. C'est pas grave, je m'attendais en vrai. Hein. Si, moi j'ai une question, combien se sont endormis, à part monsieur? Bon, c'est pas grave, allez. Du coup, je vois rien, donc on va espérer que je fasse pas trop de conneries. Ok.
Bon, voilà. Tic, 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 tic. Voilà. Ouais. Hop, conclusion. Alors, bah, le bug est mais, faut pas déconner, hein, c'est pas comme ça que vous allez péter des firmware. Par contre, moi je me suis bien amusée à faire l'exploitation de ce truc-là, donc c'était fun. Et puis en fait, j'ai vu une conf sur YouTube, du coup c'est sorti il y a 2 semaines, à la Blue Hat Israël, qui était encore vachement mieux et qui fait exactement la même chose en beaucoup plus simple. Donc je vous conseille de le voir, elle est super cool, donc voilà. Donc je vous ai pris 30 minutes de votre vie alors que vous pouvez voir 30 minutes encore mieux, et c'est trop bien. Voilà. Et sinon, merci, voilà. Des bisous.